1943. Supermarine Aviation Works, Southampton. Le moteur Rolls-Royce Griffon venait de transformer le légendaire Spitfire en une bête incontrôlable. Près de 2000 chevaux d'une puissance brute tordaient de l'avion comme un bouchon dans une bouteille, obligeant les pilotes à lutter contre le manche pour simplement voler droit. Tous les ingénieurs de Grande-Bretagne savaient que la solution devait être simple, éprouvée et fiable. Joseph Smith lui avait une idée différente, 2 hélices tournant en sens opposé sur le même axe. Ses propres collègues qualifièrent cette idée de stupide, un cauchemar mécanique trop lourde, trop complexe, trop fragile pour le combat. Le ministère de la Production aéronautique ne voulait rien avoir à faire avec cette invention de Smith. Mais lorsque le premier Spitfire modifié décolla de la piste et atteignit 400 bien pas sans le moindre vacillement, lorsque les pilotes d'essai rapportèrent une maniabilité si fluide qu'ils pouvaient enfiler une aiguille en plein combat aérien, soudain tout le monde voulut savoir comment l'idée la plus idiote d'un ingénieur était devenue le secret le plus meurtrier des Alliés. La pluie d'automne de 1943 tambourinait sur le toit du hangar de Supermarine Aviation Works, chaque goutte marquant un temps que la Grande-Bretagne ne pouvait plus se permettre de perdre. À l'intérieur, sous l'éclat dur des lampes industrielles, les mécaniciens s'affairaient frénétiquement autour du fuselage élancé de ce qui devait être l'arme la plus redoutable de la Royal Air Force. Le Spitfire, marque 21, représentait tout ce dont les Alliés avaient besoin: vitesse, puissance de feu et l'agilité légendaire qui avait sauvé la Grande-Bretagne pendant les jours les plus sombres du Blitz. Mais quelque chose avait terriblement mal tourné. Le commandant d'escadron James McKinnon se hissa hors du cockpit, sa combinaison de vol trempée de sueur, malgré le froid d'octobre. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il retira ses gants de cuir, non pas de peur, mais d'épuisement pur, après avoir dompté 2000 chevaux d'une fureur à peine maîtrisée dans le ciel du Hampshire. « Alors c'est à ce point ?» demanda l'ingénieur en chef Malcolm Whitfield, lisant déjà la réponse sur le visage de McKinnon. « À 350 Mambataba, elle veut rouler à gauche si fort que j'ai failli partir en vrille, » répondit McKinnon, son accent écossais chargé de frustration. Le couple de ce fichu moteur, c'est comme si l'hélice essayait d'arracher le nez de l'appareil au-dessus de 400 mph. Oublie ça, aucun pilote vivant ne pourrait la maintenir droite en situation de combat. Les chiffres dressaient un constat implacable. Le moteur Griffon 65 produisait 800-150 chevaux au niveau de la mer, presque le double du Merlin original qui avait propulsé les premières versions du Spitfire. Cette puissance brute aurait dû pousser l'avion au-delà de 460 statandiara, le rendant plus rapide que n'importe quel chasseur allemand. Au lieu de cela, la réaction de couple massive, cette force égale et opposée que Newton avait décrite des siècles plus tôt, tordait toute la cellule avec une telle violence que les pilotes étaient incapables de maintenir un vol stable à des vitesses de combat. Whitfield fit glisser sa main le long du moyeu de l'hélice, sentant la légère vibration qui ne cessait jamais complètement, même moteur arrêté. Le défi d'ingénierie était d'une simplicité brutale en théorie, mais d'une complexité dévastatrice dans la pratique. Chaque rotation de cette immense hélice quadripale générait une force de rotation qui tentait de faire pivoter l'avion dans la direction opposée. À basse vitesse, les pilotes pouvaient compenser par des mouvements de gouvernail et de la force physique. Mais à mesure que la vitesse augmentait, les forces aérodynamiques amplifiaient le problème de façon exponentielle. Le résultat, un avion de plus en plus dangereux, à mesure qu'il allait plus vite, exactement le contraire de ce que le combat exigeait. « Oh non !» Les Allemands ont le même problème avec leurs chasseurs les plus puissants, dit Whitfield sans la moindre trace de réconfort. Leur série Focke-Wulf 190 souffre de problèmes de couple similaires, mais ils ont appris à les contourner grâce à la formation des pilotes et à certaines limites tactiques. McKinnon secoua la tête brusquement. « On ne contourne pas la physique, Malcolm. Ce n'est pas une question de technique de vol ou d'entraînement.
aux vitesses dont nous avons besoin pour assurer la supériorité aérienne sur l'Europe de l'Ouest, cet avion est tout simplement incontrôlable. Et si nous ne résolvons pas ça? Il n'eut pas besoin de terminer. Tout le monde dans le hangar comprenait les enjeux. Le ministère de la Production aéronautique avait déjà investi des millions de livres dans le développement du moteur Griffon et la refonte du fuselage du Spitfire pour en supporter la taille et le poids accrus. Le calendrier de production prévoyait que des centaines de ces appareils sortiraient des chaînes d'assemblage dans les mois à venir. La Royal Navy avait désespérément besoin de la version navale du Spitfire, le Seafire, afin d'égaler les performances des chasseurs embarqués américains dans le théâtre du Pacifique. Un échec ne serait pas seulement un revers technique, il représenterait un vide potentiellement catastrophique dans la puissance aérienne alliée au moment le plus critique de la guerre. À une quinzaine de miles de là, dans le bureau encombré de Rotol Air Screws Limited, Joseph Smith était assis entouré de plans techniques, de règles à calcul et de tasses de thé vides. Le concepteur en chef avait passé la semaine à analyser les données des essais en vol du Spitfire problématique, cherchant une solution que ses collègues croyaient de plus en plus inexistante. Toutes les approches conventionnelles avaient échoué à grandir la dérive, ajouter du poids et de la traînée sans résoudre le problème fondamental. Modifier le support moteur pour réduire la transmission du couple affaiblissait la structure de la cellule. Ajuster l'angle des pales de l'hélice apportait une légère amélioration, mais créait de nouveaux problèmes d'efficacité et de vibration. La réputation de Smith dans l'industrie aéronautique était complexe. À 42 ans, il possédait une compréhension intuitive de l'aérodynamique proche du génie, mais ses solutions paraissaient souvent aux ingénieurs plus conservateurs, inutilement complexes, voire irréalistes. Il avait conçu pour Rolls-Royce des systèmes d'hélices repoussant les limites de la technologie de fabrication, lui valant un respect certain pour leur performance, mais aussi de vives critiques à cause des difficultés de production qu'ils engendraient. Ses collègues de Rotol avaient appris à s'attendre à l'inattendu de la part de Smith, mais peu étaient préparés à ce qu'il proposa cet après-midi gris d'octobre. Son concept émergeait d'une compréhension du couple, non pas comme d'un problème à éliminer, mais comme d'une force fondamentale à exploiter. Plutôt que de lutter contre l'énergie de rotation massive du moteur Griffon-Smith, proposait de la mettre à profit grâce à un système d'hélices contrarotatives. 2 hélices montées sur le même axe, mais tournant dans sens opposé, annuleraient mutuellement leur réaction de couple, tout en offrant une efficacité de poussée inégalée. Les défis techniques étaient colossaux. Le système nécessitait une boîte de vitesse complexe, capable d'entraîner les 2 hélices à partir d'un seul arbre moteur, ajoutant poids et complexité mécanique à un avion déjà poussé à ses limites structurelles. Les hélices contrarotatives devraient être équilibrées avec une précision extrême pour éviter des vibrations catastrophiques, et l'ensemble devait supporter les énormes contraintes des manœuvres de combat. Plus crucial encore, le système devait être suffisamment fiable pour une production de masse et un entretien en conditions de guerre. Lorsque Smith présenta pour la première fois ses plans à l'équipe d'ingénieurs de Rotol, la réaction fut immédiate et massivement négative. L'ingénieur principal Robert Morrison qualifia le projet de « machine à la Rube Goldberg », impossible à produire en série. Le directeur de production Charles Henley s'inquiéta du surpoids et des besoins d'entretien. L'ingénieur d'essai David Clark douta que le système puisse survivre aux contraintes des opérations aéronavales prévues pour la version Seafire. « C'est tout simplement trop complexe », protesta Morrison lors d'une réunion houleuse dans le bureau de Smith. Nous parlons de construire en pratique 2 systèmes d'hélices complets et de les faire fonctionner ensemble parfaitement. Les rapports de démultiplication à eux seuls exigeront une précision de fabrication que nous atteignons à peine en temps de paix, alors imaginez sous la pression de la production de guerre. Mais Smith avait fait ses calculs. Le système contrarotatif serait effectivement plus lourd qu'une hélice conventionnelle d'environ 200 livres supplémentaires, mais l'élimination de la réaction de couple
permettrait à l'avion d'atteindre tout son potentiel de vitesse. Plus important encore, l'amélioration de l'efficacité propulsive augmenterait la poussée de près de 15%, compensant largement le surpoids. Le Spitfire Mark 21 pourrait enfin devenir l'intercepteur à 466 dont la Royal Air Force avait désespérément besoin. À mesure que l'automne laissait place à l'hiver, le débat autour de l'hélice stupide de Smith allait déterminer non seulement le sort du chasseur le plus célèbre de Grande-Bretagne, mais aussi l'équilibre de la puissance aérienne au-dessus des champs de bataille d'Europe et du Pacifique. La salle du conseil du ministère de la production aéronautique à Londres ressemblait plus à un tribunal qu'à une réunion d'ingénierie lorsque Smith y entra le matin du 15 novembre 1943. Autour de la table en acajou étaient assis certains des plus hauts responsables de l'aviation britannique, leurs visages marqués par le poids d'une guerre qui durait depuis déjà 4 ans et ne montrait aucun signe de répit. L'Air Marshal Sir Wilfrid Freeman présidait la réunion avec l'efficacité sombre d'un homme qui avait vu trop de projets d'avions prometteurs échouer au moment où on en avait le plus besoin. « Monsieur Smith », commença Freeman, d'une voix au ton sec et autoritaire typique de la Royal Air Force. « Nous avons examiné votre proposition concernant ce système d'hélice contrarotative. Je dois dire que la réaction initiale de notre personnel technique a été des plus sceptiques. Qu'est-ce que c'est que midi ? Il désigna une pile de rapports qui semblait écraser le modeste dossier de dessin de Smith. Le consensus, poursuivit-il, est que votre conception introduit une complexité inutile, précisément au moment où nous avons besoin de solutions éprouvées et fiables. Smith s'attendait à cette résistance, mais le cadre formel de la réunion lui serra la gorge d'une tension nerveuse. Ces hommes contrôlaient le destin de l'aviation britannique et leur décision déterminerait si ces mois de calcul et de nuits blanches auraient une valeur autre qu'académique. Monsieur, avec tout le respect, je crois que la complexité du système est justement ce qui le rend efficace. Nous ne faisons pas qu'ajouter des composants. Nous résolvons fondamentalement le problème de couple qui rend le moteur Griffon inutilisable à des vitesses de combat. Le directeur du développement technique, Sir Roy Fedden, se pencha en avant sa réputation de l'un des concepteurs de moteurs les plus accomplis du Royaume-Uni, donnant un poids considérable à son scepticisme. Monsieur Smith, votre proposition exige une boîte de vitesse qui ferait de cet ensemble d'hélices le système le plus complexe jamais monté sur un avion de chasse. Nous parlons d'arbres contrarotatifs de réduction par engrenage planétaire et d'un calage de précision qui doit rester parfait dans des conditions de combat. Les exigences de maintenance à elles seules pourraient clouer au sol des escadrons entiers. Les chiffres que Smith avait préparés racontaient une autre histoire, mais il savait que les données brutes ne suffiraient pas à surmonter l'inertie institutionnelle. La complexité de la boîte de vitesse est gérable avec des tolérances de fabrication appropriées. De Havilland a déjà démontré que des systèmes d'hélices complexes peuvent être produits en série grâce à leurs mécanismes à pas variables. Notre système utiliserait un train épicycloïdal à 2 étages avec un rapport de réduction de 0,67:1 pour l'hélice avant et de 0,62:1 pour l'arrière. Les vitesses de rotation différentielles seraient précisément calculées afin d'annuler le couple tout en maximisant l'efficacité de la poussée. Le groupe Captain Peter Thornton, représentant les besoins opérationnels, feuilleta un dossier contenant des rapports de combat en Méditerranée et dans le Pacifique. Même si votre système fonctionne mécaniquement, Monsieur Smith, nous sommes préoccupés par le poids et l'équilibre. Le Mark 21 est déjà plus lourd que les précédentes versions du Spitfire. Ajouter 200 livres de machinerie supplémentaire pour l'hélice pourrait affecter les performances d'une manière que nous ne comprenons pas encore totalement. Smith avait prévu cette objection et sorti ses calculs les plus soigneusement préparés. Le surpoids est réel, monsieur,
Mais les gains de performance compensent largement. Nos estimations montrent une augmentation de la poussée de 15%, combinée à une élimination complète de la réaction de couple. L'avion atteindrait non seulement sa vitesse prévue de 460 km/h, mais conserverait des caractéristiques de vol parfaitement contrôlables sur toute la plage de vitesse. Les vols d'essai actuels montrent que le Mark 21 devient de plus en plus dangereux au-delà de 350 km/h. Notre système permettrait une exploitation sûre bien au-delà de 400. Ce que Smith ne mentionna pas, c'était la pression croissante des rapports de renseignement sur les développements aéronautiques allemands. Les interceptions d'Ultra avaient révélé que Messerschmitt développait des variantes à grande vitesse de son chasseur à réaction Me-262, tandis que Focke-Wulf perfectionnait sa série de chasseurs haute altitude TA-152. Les Alliés avaient besoin de chaque avantage possible en vitesse et en maniabilité pour maintenir la supériorité aérienne sur l'Europe occidentale en vue de l'invasion imminente. Freeman consulta ses notes, pesant clairement les risques techniques face aux nécessités opérationnelles. Votre proposition nécessiterait des modifications importantes sur les chaînes de production existantes. Combien de temps faudrait-il pour développer un prototype fonctionnel, en supposant que nous autorisions le projet? 6 semaines pour la conception et la fabrication initiale de la boîte de vitesse Monsieur. 4 semaines supplémentaires pour la fabrication et l'équilibrage des hélices. Nous pourrions disposer d'une installation d'essai prête pour des vols expérimentaux d'ici début février. La confiance de Smith masquait les immenses défis techniques qu'impliquait le projet. Le système contrarotatif exigerait une ingénierie de précision, poussant les capacités manufacturières britanniques à leurs limites. Chaque hélice devrait être équilibrée individuellement à des tolérances mesurées en fractions d'once, tandis que la boîte de vitesse nécessiterait une précision d'usinage digne d'un chronomètre de marine. La pièce tomba dans un silence tendu, tandis que les responsables absorbaient le calendrier proposé. 6 mois s'étaient écoulés depuis les premiers vols problématiques du Mark 21 à moteur Griffon, et la pression des escadrons opérationnels montait inexorablement. Les pilotes réclamaient désormais des appareils capables d'égaler, voire de surpasser les performances des chasseurs allemands, en particulier à haute altitude, là où la puissance du moteur Griffon aurait dû offrir un avantage décisif. L'Air Commodore Ralph Sorley, qui avait supervisé le développement des chasseurs pendant la bataille d'Angleterre, finit par rompre le silence. Monsieur Smith, votre réputation laisse entendre que lorsque vous proposez quelque chose d'aussi peu conventionnel, cela mérite d'être examiné sérieusement. Mais je dois vous poser la question directement. Êtes-vous absolument certain que ce système fonctionnera? Nous ne pouvons pas nous permettre un autre programme de modification raté. Smith soutint le regard de Sorley sans ciller. Monsieur, je joue ma carrière là-dessus. La physique est solide, l'ingénierie réalisable. Et les gains de performance sont exactement ce dont la Royal Air Force a besoin. Le Spitfire Mark 21 équipé d'hélices contrarotatives sera le chasseur le plus rapide et le plus maniable au monde. La déclaration audacieuse resta suspendue dans l'air comme un défi. Freeman échangea un regard avec ses collègues reconnaissant que la confiance de Smith s'appuyait sur une réelle maîtrise technique. Cet homme avait conçu des systèmes d'hélices pour certains des avions britanniques les plus performants, et son parcours montrait que ces solutions atypiques réussissaient souvent là où les approches traditionnelles échouaient. « Très bien », déclara finalement Freeman. « Nous autoriserons un programme de développement limité, un seul prototype des essais en vol complet et une évaluation de performance intégrale. Mais comprenez bien, Monsieur Smith, si ce système échoue ou s'il retarde la production du Mark 21, ne serait-ce que d'1 mois, les conséquences dépasseront largement le cadre de votre carrière. » Tandis que Smith rassemblait ses documents et se préparait à partir, il sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules comme une couverture de plomb. Les mois à venir décideraient si son idée stupide allait révolutionner l'aviation de chasse ou devenir un nouvel avertissement sur les dangers de l'orgueil technologique. Quoi qu'il en soit, l'héritage du Spitfire, et peut-être même l'issue des batailles aériennes au-dessus de l'Europe, dépendait désormais d'engrenages d'arbres
et d'hélices, tournant dans des directions qui défiaient toutes les hypothèses conventionnelles de conception aéronautique. La guerre n'attendrait pas la perfection, mais elle pourrait bien récompenser l'audace de ceux capables de transformer des idées impossibles en réalité de champs de bataille. Le matin du 23 février 1944 se leva gris et glacial sur la plaine de Salisbury, avec des rafales atteignant 25 nœuds sur le terrain d'essai de Boscombe Down. Dans le hangar numéro 7, le Spitfire Mark 21 modifié reposait comme un intrus mécanique parmi ses homologues conventionnels. L'énorme système d'hélices contrarotatives dominait son nez d'une présence presque prédatrice. Les deux hélices jumelles, chacune d'un diamètre de 3,3 mètres, créaient une illusion visuelle qui semblait défier les lois mêmes de l'ingénierie aéronautique. Le pilote d'essai, le squadron leader Jeffrey Wellham, s'approcha de l'appareil avec la prudence d'un homme conscient qu'il s'apprêtait à risquer sa vie sur une théorie encore jamais prouvée. À seulement 24 ans, Wellham avait déjà survécu à 3 années de combats aériens au-dessus de la Grande-Bretagne, de la France et de Malte, accumulant près de 800 heures de vol sur différentes versions du Spitfire. Sa réputation pour l'évaluation méticuleuse des performances lui avait valu d'être affecté aux programmes les plus expérimentaux, mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à la complexité mécanique désormais fixée sur le nez du Spitfire numéro de série RK 958. Le système d'hélice contrarotative représentait 6 mois d'ingénierie intensive par l'équipe de Smith chez Rotoll. L'hélice avant tournait dans le sens horaire à 1825 tours par minute, tandis que l'hélice arrière tournait dans le sens anti-horaire à 475 tours par minute. Entre les deux se trouvait une boîte de vitesse de 87 kg, usinée à des tolérances habituellement réservées à l'horlogerie de précision. Chaque composant avait été équilibré à moins d'un demi-gramme près, et pourtant, l'ensemble vibrait encore à une fréquence qui semblait traverser toute la cellule comme un battement mécanique. Le chef ingénieur d'essai Michael Lithgow supervisait l'inspection pré-vol avec une nervosité contagieuse qui gagnait tout le personnel du hangar. Les températures de la boîte de vitesse sont restées dans les normes pendant les essais au sol, annonça-t-il à Wellham en consultant un classeur rempli de feuilles de données. La pression d'huile se maintient à 60 psi sur toute la plage de puissance, mais Jeffrey, nous continuons à observer des vibrations harmoniques à 1800 terbe min que nous ne parvenons pas encore à expliquer. Wellham hocha la tête, passant sa main sur le moyeu de l'hélice. Le système paraissait d'une complexité presque absurde comparé à la simplicité élégante des installations à hélice unique. « Quel est notre profil d'essai » demanda-t-il calmement. « Approche conservatrice » répondit Lithgow. « Montée à 8000 pieds, puis vol horizontal à différentes puissances, puis des augmentations progressives de vitesse jusqu'à 400 mph si l'appareil restait contrôlable. Nous nous intéressons particulièrement aux caractéristiques de réaction au couple et à tout comportement inhabituel en vol, rappela Lithgow. Smith se tenait silencieusement près de l'aile gauche de l'appareil, le visage impassible, malgré l'anxiété qui l'avait privé de sommeil toute la semaine. Cette matinée représentait l'aboutissement de sa carrière, mais elle portait aussi le risque d'un échec catastrophique, capable de détruire non seulement sa réputation, mais aussi la vie de Jeffrey Wellham. Chaque calcul avait été vérifié et revérifié, chaque composant testé, jusqu'à sa limite de rupture. Pourtant, la conception d'un avion restait autant un art qu'une science. AA9, or 15 précise. Wellham s'installa dans le cockpit familier du Spitfire, bien que le tableau de bord ait été profondément modifié de nouveaux cadrans, surveillait le système d'hélice contrarotative, température d'huile, moteur, pression d'huile de la boîte de vitesse, pas de l'hélice, avant-pas de l'hélice arrière. Chaque paramètre nécessitait une vigilance constante, même pour ce qui aurait dû être un vol de routine. Le moteur Rolls-Royce Griffon rugit avec son grondement grave caractéristique, mais le son fut immédiatement transformé par les hélices contrarotatives en quelque chose de tout à fait inédit. Au lieu du battement régulier d'une hélice unique, les deux ensembles produisaient une harmonie complexe
une résonance qui semblait vibrer jusque dans les os du pilote. Le contrôle au sol donna l'autorisation de décollage à 9h32 et Wellham poussa la manette des gaz avec précaution. Le Spitfire entama sa course de décollage avec une douceur surprenante, les hélices contrarotatives éliminant complètement la tendance à virer à gauche que chaque pilote de Spitfire avait appris à corriger par un appui constant sur le palonnier droit. Pour la première fois depuis des mois d'essai, le Mark 21 suivit parfaitement la ligne médiane de la piste sans correction du pilote. L'avion quitta le sol à 405 mph exactement comme prévu. Mais Wellham remarqua aussitôt quelque chose d'anormal. L'appareil semblait lourd en montée, exigeant plus de puissance que prévu pour maintenir un taux d'ascension correct. Le poids supplémentaire du système d'hélice affectait manifestement les performances bien plus que ne l'avaient indiqué les calculs de Smith. À 5000 pieds, Wellham utilisait presque plein régime pour maintenir un taux de montée de 2000 pieds par minute, une performance qui aurait dû être atteinte à seulement 75% de la puissance. « Boscombe Control ici, test 27 », transmit-il à la radio. « Je rencontre une exigence de puissance supérieure à la normale pour la montée. Demande autorisation de stabiliser à 6000 pieds pour évaluation de maniabilité. » La réponse grésilla aussitôt dans ses écouteurs. « Test 27, autorisé à vol horizontal. Comment se comporte-t-elle » Wellham réduisit la puissance à la croisière et fut surpris par la réponse de l'avion. Malgré les problèmes de montée, le Spitfire se révéla remarquablement stable en vol horizontal. L'élimination du couple avait transformé les caractéristiques de maniement de l'appareil d'une manière bien plus profonde que la simple correction directionnelle. Toute la cellule semblait plus solide, plus prévisible, comme si les hélices contrarotatives avaient dompté l'énergie sauvage du moteur Griffon. À 300 mph, l'avion qui auparavant cherchait à rouler de manière incontrôlable volait désormais avec la précision d'un chasseur plus léger et plus docile. Wellham effectua des virages doux, des inclinaisons prononcées, des changements rapides de direction. Le Mark 21 répondit avec une agilité qu'il aurait jugée impossible pour un appareil aussi grand et aussi lourd. L'élimination du couple avait restauré la maniabilité légendaire du Spitfire, celle qui avait fait sa gloire durant la bataille d'Angleterre. Mais lorsque Wellham poussa la manette des gaz vers la puissance maximale, les performances de l'appareil devinrent véritablement alarmantes. Au lieu d'accélérer régulièrement vers sa vitesse théorique maximale, le Spitfire se mit à vibrer de plus en plus violemment. À 360 toute la structure tremblait, à tel point que Wellham pouvait à peine lire ses instruments. Les hélices contrarotatives censées fonctionner en parfaite harmonie semblaient produire des interférences destructrices menaçant de désintégrer l'avion. Boscombe Control Test, 27 vibrations sévères au-dessus de 370 mph, rapporta Wellham d'une voix tendue, réduisant la puissance pour reprendre le contrôle. Je rentre pour atterrissage d'urgence. L'approche d'atterrissage révéla une autre caractéristique inattendue de l'appareil modifié. Avec la puissance réduite au ralenti, le Spitfire descendait beaucoup plus rapidement que la normale, nécessitant des ajustements constants des gaz pour maintenir une trajectoire d'approche correcte. Le poids supplémentaire et les caractéristiques aérodynamiques modifiées du système d'hélice contrarotative avaient profondément transformé l'enveloppe de vol de l'appareil d'une manière que l'équipe de Smith n'avait pas entièrement anticipée. Wellham se posa à Boscombe Down après 43 minutes d'essais en vol. Son visage fermé trahissait la conscience douloureuse que le design révolutionnaire de Smith venait d'échouer à sa première épreuve cruciale. Les hélices contrarotatives avaient parfaitement tenu leurs promesses en éliminant la réaction de couple, mais elles avaient introduit de nouveaux problèmes, peut-être encore plus dangereux que ceux du moteur Griffon d'origine. Alors que les équipes au sol se précipitaient autour de l'avion pour vérifier les dommages structurels causés par les fortes vibrations, Smith s'approcha de Wellham avec l'expression d'un homme voyant son œuvre s'effondrer sous ses yeux. Le rapport du pilote d'essai allait déterminer si le projet d'hélice contrarotative
allait se poursuivre ou rejoindre la longue liste d'innovations aéronautiques prometteuses qui n'avaient jamais survécu à leur première confrontation avec la réalité. 2 heures après l'atterrissage de Wellham, une réunion d'urgence fut convoquée dans le hangar NDEG-7. Smith faisait face à un cercle d'ingénieurs de pilotes d'essai et de responsables du ministère, dont les visages allaient de la déception à la colère à peine contenus. Derrière eux, le Spitfire modifié demeurait silencieux, ses hélices immobiles, projetant encore une aura de menace mécanique. L'Air Commodore Ralph Sorley était venu en personne de Londres dès qu'il avait reçu le rapport préliminaire de Lithgow, et sa présence transforma ce qui aurait dû être un simple débriefing technique en une quasi-cour martiale. « Squadron Leader Wellham », commença Sorley, sa voix empreinte de l'autorité institutionnelle. « Donnez-nous votre évaluation complète des caractéristiques de vol observées lors de l'essai d'aujourd'hui. » Wellham se mit au garde-à-vous bien que sa combinaison de vol portât encore les traces de sueur d'un combat acharné contre un avion qui avait failli se disloquer. « Monsieur, les hélices contrarotatives ont complètement éliminé la réaction de couple au décollage et en vol à basse vitesse. L'appareil a suivi parfaitement l'axe de piste sans correction de gouvernail et la maniabilité en dessous de 300 mph était exceptionnelle, probablement la meilleure que j'ai jamais connue sur un Spitfire toutes versions confondues. » Un murmure de surprise parcourut les ingénieurs présents. Malgré la conclusion dramatique du vol, l'évaluation initiale de Wellham indiquait que le concept de Smith avait bel et bien résolu le problème principal du moteur Griffon. Cependant, poursuivit Wellham, son ton devenant plus grave, au-delà de 360 mph, l'appareil a subi des vibrations sévères, rendant toute augmentation de vitesse impossible. Toute la cellule tremblait à un point tel que j'ai craint une rupture structurelle. De plus, les performances en montée étaient considérablement dégradées. Il a fallu presque la pleine puissance pour obtenir un taux d'ascension qui devrait être atteignable à 75% des gaz. Smith sentit le poids de l'échec s'abattre sur lui comme une couverture de plomb. 6 mois de calculs de fabrication de précision et de réputation professionnelle avaient abouti à un avion brillant, à basse vitesse mais ingérable précisément là où l'on exigeait ses meilleures performances. L'ironie était cruelle. Il avait supprimé le couple pour créer à la place des vibrations potentiellement encore plus dangereuses. Le chef ingénieur Lithgow consulta son épais classeur de données techniques, cherchant une explication susceptible de sauver quelque chose du désastre. Nos essais au sol ont révélé des vibrations harmoniques à certaines vitesses moteurs, mais rien de comparable à ce que le Squadron Leader Wellham a constaté en vol. Les charges aérodynamiques à grande vitesse semblent avoir excité des résonances dans le système d'hélices que nous n'avions pas prévues. Le directeur Fedden se pencha en avant sa réputation de rigueur technique, rendant ces questions particulièrement redoutables. « Monsieur Smith, vos calculs d'origine prenaient sans doute en compte les forces aérodynamiques agissant sur les ensembles d'hélices. Comment expliquez-vous l'écart entre les performances prévues et celles observées ?» Smith, qui avait passé les 2 dernières heures à se poser la même question, répondit d'une voix posée, consciente de la gravité du moment. « Monsieur, nos calculs étaient basés sur des essais statiques au sol et des données de soufflerie. L'interaction entre 2 hélices contrarotatives en conditions réelles de vol, notamment à haute vitesse, génère des phénomènes aérodynamiques extrêmement complexes, des turbulences, des interférences de flux, qu'il est impossible de prédire avec précision sans essai en vol réel. Les tourbillons en bout de pale semblaient créer des interférences destructrices qui n'étaient pas apparentes lors des essais en laboratoire. L'explication était techniquement exacte, mais elle apportait peu de réconfort aux responsables qui avaient investi des mois de travail et des ressources considérables dans le projet expérimental de Smith. L'expression de l'Air Commodore Sorley laissait deviner qu'il calculait déjà les conséquences politiques d'un nouvel échec dans la modification d'un avion stratégique. « La question, dit Sorley d'un ton sombre, est désormais de savoir si ces problèmes peuvent être résolus
dans un délai raisonnable, ou s'il faut abandonner complètement cette approche et revenir à des solutions conventionnelles pour le problème de couple du moteur Griffon. Smith sentit sa carrière suspendue à un fil, mais son instinct d'ingénieur refusait d'admettre la défaite sans explorer toutes les pistes possibles. « Monsieur, je crois que les problèmes de vibration peuvent être résolus par des modifications du profil des pales d'hélice et du calage de la boîte de vitesse. Le concept fondamental reste valable. Nous devons simplement éliminer les interférences aérodynamiques responsables de la résonance destructrice. » Le pilote d'essai Jeffrey Wellham, malgré le risque qu'il avait pris ce matin-là, se trouva étonnamment enclin à soutenir Smith. Avec tout le respect, monsieur, le comportement de l'appareil en dessous de 370 mph était remarquable. Si monsieur Smith parvient à résoudre le problème des vibrations à grande vitesse, nous pourrions disposer d'un avion combinant la puissance du moteur Griffon et une maniabilité supérieure à celle de tout chasseur actuellement en service. La pièce tomba dans un silence lourd, tandis que les responsables pesaient les exigences contradictoires entre la perfection technique et l'urgence opérationnelle. Les rapports de renseignement alliés indiquaient que les constructeurs allemands développèrent rapidement de nouveaux chasseurs à haute performance. L'invasion de l'Europe de l'Ouest encore à plusieurs mois mobilisait déjà des ressources colossales et nécessiterait une suprématie aérienne absolue au-dessus du champ de bataille. Smith profita de ce moment d'hésitation pour présenter sa solution. L'analyse des vibrations suggère que le problème réside dans la relation entre les angles des pales d'hélice et les vitesses de rotation. En ajustant les rapports d'engrenage pour modifier la différence de vitesse entre les hélices avant et arrière, nous pouvons déplacer les fréquences harmoniques loin des points de résonance critiques. De plus, en modifiant la distribution de la torsion des pales, nous devrions réduire l'interaction des tourbillons en bout d'aile. Lithgow leva les yeux de ses calculs, un éclat d'optimisme prudent dans le regard. Les modifications que décrit M. Smith nécessiteraient environ 3 semaines d'usinage et 1 semaine supplémentaire pour le rééquilibrage complet du système. Nous pourrions avoir l'appareil prêt pour les essais de 2e phase vers la mi-mars. L'air Commodore Sorley consulta sa montre de poche, calculant manifestement les délais face aux priorités concurrentes. Le ministère de la Production aéronautique subissait une pression énorme pour livrer des avions de combat opérationnels et chaque semaine passée sur des modifications expérimentales retardait le déploiement d'escadrons qui pourraient être cruciaux au-dessus de l'Europe. « Monsieur Smith, » dit finalement Sorley d'un ton tranchant, « vous avez une dernière chance de prouver la validité de votre système. Mais comprenez bien que cela représente la limite absolue de notre patience pour les projets expérimentaux. Si le second vol d'essai ne montre pas d'amélioration nette, nous abandonnerons définitivement le programme des hélices contrarotatives et concentrerons nos ressources sur des méthodes classiques de réduction du couple. » Lorsque la réunion se dispersa, Smith resta seul dans le hangar, fixant le Spitfire silencieux, à la fois son plus grand accomplissement technique et son échec le plus humiliant. L'avion paraissait désormais ordinaire, son système révolutionnaire réduit à une simple machine attendant réparation. Mais dans l'esprit de Smith, l'œil de l'ingénieur voyait déjà les ajustements nécessaires pour transformer cette expérience partiellement réussie en arme décisive. Les 3 semaines suivantes décideraient si la stupide idée de Joseph Smith allait révolutionner l'aviation de chasse ou devenir un avertissement sur les dangers de défier la sagesse conventionnelle en temps de guerre. Quoi qu'il en soit, le destin du chasseur le plus célèbre de Grande-Bretagne dépendait désormais de rapports d'engrenage d'angle de pale et des lois complexes de la physique rotative, des notions que la plupart des pilotes ne cherchaient jamais à comprendre. Dans l'obscurité tombante de ce soir de février, Smith se mit à esquisser les modifications qui, selon lui, allaient soit justifier son audace, soit mettre un terme définitif à sa carrière dans l'industrie aéronautique. Le matin du 18 mars 1954 se leva sur un ciel clair et des vents calmes à Boscombe Down, des conditions presque trop parfaites pour ce que tous savaient être le dernier test du système d'hélice controversé de Smith. 3 semaines de modifications intensives
avait transformé l'ensemble contrarotatif, lui donnant un aspect subtilement différent de sa configuration initiale. Bien que les modifications fussent invisibles pour quiconque n'était pas intimement familier avec la géométrie des pales d'hélice et les rapports de boîte de vitesse Smith, avait passé des nuits blanches à recalculer chaque aspect du système, concentrant ses efforts sur les fréquences harmoniques qui avaient presque détruit l'appareil lors du premier vol d'essai. La solution résidait dans la modification de la relation de vitesse de rotation entre les deux hélices de la configuration initiale de 1,5 et 1,475 tours par minute. On passait désormais à 1700 et 1500 tours par minute, respectivement. Ce différentiel plus réduit déplaçait les fréquences de résonance critique en dehors de la plage de fonctionnement normale de l'avion, tout en conservant l'effet d'annulation du couple qui faisait la valeur du système. De plus, l'équipe de Smith avait modifié la distribution de la torsion des pales sur les deux hélices, atténuant les variations d'angle trop brutales près des extrémités responsables de la formation de tourbillons. Chaque pale présentait désormais une transition plus progressive entre la racine et la pointe destinée à réduire les interférences aérodynamiques qui avaient provoqué les vibrations destructrices à grande vitesse. Ces ajustements avaient exigé une finition manuelle de chaque pale avec des tolérances mesurées au millième de pouce, un travail de précision qui avait consommé 2 semaines d'un artisanat méticuleux. Le squadron leader Jeffrey Wellham s'approcha du Spitfire modifié avec un optimisme prudent, tempéré par les souvenirs encore vifs du vol précédent et de sa conclusion violente. L'avion paraissait identique à distance, mais une inspection attentive révélait les subtiles transformations qui pouvaient faire basculer la machine d'une expérience dangereuse à une arme révolutionnaire. Les pales d'hélice reflétaient à la lumière du matin différemment. La nouvelle géométrie projetait des ombres plus nettes, plus intentionnelles, comme si la conception elle-même semblait désormais maîtrisée. Les modifications de la boîte de vitesse ont passé tous les essais au sol avec succès, rapporta le chef ingénieur Lithgow, bien que sa voix trahît l'attention d'un homme conscient que les tests au sol ne signifiaient rien tant qu'ils n'étaient pas confirmés en vol. Nous avons maintenu une stabilité complète sur toute la plage de puissance sans les vibrations harmoniques qui affectaient le système d'origine. Les températures d'huile sont restées dans les limites normales et les nouveaux rapports d'engrenage ont éliminé les fréquences de résonance identifiées lors de l'analyse d'échec. Bye. L'Air Commodore Sorley était revenu spécialement de Londres pour assister à ce second essai apportant avec lui un sentiment de finalité institutionnelle perceptible par tous. Le ministère de la Production aéronautique ne pouvait plus se permettre de prolonger des programmes expérimentaux, surtout à l'approche de l'invasion de l'Europe où chaque avion opérationnel compterait. Ce vol déciderait non seulement du sort du système d'hélice de Smith, mais peut-être aussi de l'orientation future de la chasse britannique. À 10h15 précise, Wellham mit en marche le moteur Rolls-Royce Griffon et perçut immédiatement des différences. Le son restait celui complexe des hélices contrarotatives, mais cette fois plus contrôlé, moins agressif, dans ses résonances mécaniques. Les instruments affichaient des valeurs normales, tandis qu'ils faisaient rouler l'avion pour rejoindre la piste. L'appareil suivait une trajectoire parfaitement stable, sans la moindre vibration perceptible même au sol, le comportement semblait transformé. Le décollage à 10h28 révéla l'amélioration la plus spectaculaire. Là où le vol précédent avait exigé presque la pleine puissance pour une montée acceptable, l'avion modifié grimpait désormais à 2000 pieds par minute, avec seulement 80% de la puissance. La nouvelle géométrie des pales semblait avoir éliminé une grande partie des pertes aérodynamiques qui nuisaient à la conception d'origine, permettant enfin au moteur Griffon de convertir toute sa puissance en performance réelle. Boscombe Control, ici test 27, je passe 8000 pieds. La voix de Wellham vibrait d'une excitation contenue. Les performances en montée sont nettement supérieures à celles du précédent essai. Le comportement reste excellent. Demande autorisation d'essai de vitesse.
La réponse arriva aussitôt. Test 27, autorisé pour essai de vitesse. Faites preuve d'extrême prudence en approchant des zones problématiques précédentes. Wellum stabilisa le Spitfire à 10 000 pieds et entama prudemment l'exploration du domaine de vol qui, 3 semaines plus tôt, avait failli lui coûter la vie. À 300 mph, l'avion vola avec la précision fluide des meilleurs Spitfires conventionnels. À 300-150 mph, toujours aucune vibration ni anomalie de maniement. Lorsque l'indicateur de vitesse franchit 370 mph, la limite où le système initial était devenu incontrôlable, Wellum retint son souffle, s'attendant à ressentir les secousses violentes qu'il avait autrefois forcées à l'atterrissage d'urgence. Mais cette fois, le Spitfire continua d'accélérer en douceur. À 400 mph, l'appareil paraissait plus stable que la plupart des chasseurs à la moitié de cette vitesse. L'élimination du couple combinée à la résolution des problèmes de vibration avait engendré quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de l'aviation, un chasseur à haute puissance, devenant plus contrôlable à mesure qu'il approchait de ses limites de performance. Boscombe Control, ici test 27. J'ai atteint 410 mph sans aucune anomalie de pilotage. La voix de Wellum, cette fois, vibrait d'un enthousiasme authentique plutôt que de prudence. L'avion est parfaitement stable et réactif. Les performances sont remarquables. Depuis la tour de contrôle, Joseph Smith observait aux jumelles son Spitfire modifié tracer des virages précis dans le ciel bleu du Hampshire. Les hélices contrarotatives transformait la puissance colossale du moteur Griffon en vitesse et en agilité d'une fluidité qui semblait défier les lois mêmes de la physique aéronautique. Le spectacle validait non seulement des mois de travail technique acharné, mais aussi la conviction profonde de Smith, les approches conventionnelles ne suffiraient plus face aux défis de la guerre moderne. Wellum poursuivit les essais pendant encore 25 minutes, explorant tous les aspects du domaine de vol. Les piquets à grande vitesse montrèrent que le Spitfire pouvait dépasser 450 mph en descente contrôlée sans développer les problèmes de compressibilité qui touchaient de nombreux chasseurs à haute performance. Les virages serrés à pleine puissance démontrèrent une maniabilité qui combinait l'agilité légendaire des premiers Spitfire à la puissance brute du moteur Griffon. À 11h32, Wellum se posa et rejoignit le hangar avec l'expression d'un pilote conscient d'avoir vécu quelque chose de véritablement révolutionnaire. En coupant le moteur et en descendant du cockpit, il s'adressa aux ingénieurs et aux officiels rassemblés, ses paroles portant le poids d'une expertise forgée par des années de combat aérien, messieurs, déclara-t-il en retirant son casque de vol et en regardant Smith droit dans les yeux. Ce que vous avez créé n'est pas simplement un Spitfire amélioré. C'est le meilleur chasseur que j'ai jamais piloté. La combinaison de la vitesse de la maniabilité et du contrôle dépasse tout ce qui est actuellement en service dans n'importe quelle armée de l'air du monde. L'air Commodore Sorley s'avança vers Smith, son expression métamorphosée, l'autorité sceptique avait laissé place à une admiration respectueuse. Le vol d'essai réussi venait de valider non seulement la démarche technique, mais aussi la décision stratégique d'avoir osé suivre une voie non conventionnelle face à des problèmes apparemment insolubles. « Monsieur Smith, » dit Sorley d'un ton formel, « je crois que des félicitations s'imposent. Votre système d'hélice contrarotative a dépassé nos prévisions les plus optimistes. La question désormais est de savoir à quelle vitesse nous pourrons lancer les modifications de production pour les escadrons opérationnels. » Alors que le petit groupe d'ingénieurs et d'officiels se rassemblait autour du Spitfire modifié Smith, ressentit une satisfaction profonde, mêlée à la conscience des défis immenses qui l'attendaient. Prouver que son système fonctionnait n'était que le début. Transformer un succès expérimental en avantage militaire décisif exigerait une précision industrielle, une formation de pilotes et une logistique d'un niveau qui mettrait à l'épreuve les capacités de production britanniques jusqu'à leurs limites.
Mais pour l'instant debout à côté de l'avion qui avait transformé son idée radicale en réalité démontrée, Joseph Smith se permit d'imaginer une flotte de Spitfires à hélices contrarotatives dominant le ciel d'Europe, leur vitesse et leur agilité impossibles, offrant à la Royal Air Force la marge de supériorité qui pourrait à elle seule déterminer l'issue de la guerre.